Je m'appelle Georgia Ferrand et je suis neurologue au centre référent SLA de la Petite-Salpêtrière et je collabore aussi avec le laboratoire d'imagerie biomédicale, qui est un laboratoire INSERM Sorbonne Université, ciblé sur la recherche dans ce cas-là, des biomarqueurs en IRM et en électrophysiologie dans les maladies du motoneuron. Comme vous le savez très bien, la voie pyramidale est composée par un motoneuron central qui est localisé au niveau de l'aire motrice primaire, donc au niveau cérébral, qui prend relais avec un motoneuron spinal, ce qu'on appelle parfois, d'une façon pas très précise, motoneuron périphérique, qui est localisé au niveau de la moelle épinière et qui sort de la moelle épinière au niveau de la corne antérieure pour après innerver les muscles squelettiques. Les maladies du motoneuron sont un groupe très hétérogène de maladies qui partagent le fait que les symptômes moteurs sont déterminés par une dégénérescence, par une atteinte du motoneuron central ou du motoneuron spinal. Il existe un grand spectrum de maladies qui se caractérisent par le fait qu'il y a des maladies où il y a une atteinte isolée du motoneuron central et des autres où l'atteinte est isolée au niveau du motoneuron spinal. La sclérose latérale amyotrophique, ou SLA, est la maladie du motoneuron la plus fréquente et il s'agit d'une maladie létale. Elle est caractérisée par le fait qu'il y a une atteinte en même temps du motoneuron spinal et du motoneuron central. Pendant cette présentation, je vais vous parler aussi de la myotrophie spinale de l'adulte. Il s'agit d'une maladie récessive qui est caractérisée par une atteinte isolée du motoneuron spinal. Alors, qu'est-ce que c'est un biomarqueur ? Un biomarqueur est un paramètre, une caractéristique qu'on peut mesurer dans le corps et qui peut être utilisé comme un indicateur d'un processus biologique normal ou d'un processus pathologique. En plus, cette mesure peut être utilisée comme un marqueur d'une réponse à un traitement qu'on veut essayer de tester. Donc on peut avoir des biomarqueurs diagnostiques, des biomarqueurs prognostic, mais aussi des biomarqueurs d'évaluation de l'efficacité d'un traitement et des autres qui vont être utiles pour monitorer la progression de la maladie au cours du temps. Plus spécifiquement dans les maladies du motoneuron, dans la SLA et dans la SMA, il y a toujours un manque et une nécessité énorme de biomarqueurs qui vont être utiles, par exemple dans la SLA, pour arriver à un diagnostic plus précoce et à une meilleure évaluation du pronostic des patients, mais aussi pour monitorer et surveiller l'évolution de la maladie au cours du temps et pour démontrer l'efficacité de certains traitements qui sont en train d'être développés. Par contre, dans la SMA de l'adulte, on se retrouve dans une situation où la progression de la maladie peut être très très lente. C'est-à-dire qu'il est difficile de détecter des modifications et de les quantifier. Mais ça devient, avec le temps, de plus en plus prioritaire, en considérant qu'il y a plusieurs traitements, plusieurs possibilités de traitements qui sont en train d'être développés et qu'on se retrouve dans la nécessité de démontrer si elles sont efficaces ou pas. L'IRM, surtout au niveau cérébral, l'imagerie en général, a été beaucoup utilisée dans la SLA pour décrire les mécanismes qui sont à la base de la dégénérescence, mais aussi pour surveiller, pour monitorer la progression de la dégénérescence au cours du temps. On a démontré la présence de plusieurs régions d'atrophie qui sont localisées au niveau des régions motrices, mais aussi dans d'autres régions au niveau cérébral. L'atrophie a été démontrée être associée en plus avec une dégénérescence progressive des faisceaux de substances blanches, notamment les faisceaux corticospinales qui fait part de la voie motrice, mais on a démontré aussi une dégénérescence de plusieurs autres faisceaux de substances blanches. Normalement, la dégénérescence des faisceaux de substances blanches est bien décrite par l'imagerie en diffusion et par les paramètres numériques dont nous avons déjà entendu parler ce matin. L'IRM de la moelle épinière a été un peu moins utilisé au cours du temps parce qu'il y avait des limitations techniques liées au fait que la moelle épinière est tout petite, donc elle est très difficile à imager et qu'en plus il y a des mouvements physiologiques liés par exemple à la respiration
ou au rythme cardiaque qui vont faire bouger l'image et donc rendre plus difficile d'obtenir une image de bonne qualité. Par contre, plus récemment, on a pu développer des techniques d'imagerie qui permettent d'acquérir des images qui sont synchronisées à la respiration surtout, et donc d'améliorer la qualité des séquences. En plus, on a développé des logiciels, et un des plus utilisés est la Spinal Cord Toolbox, qui permettent d'analyser d'une façon automatisée la moelle épinière et donc d'obtenir des résultats qui sont plus fiables et qu'on peut répéter dans plusieurs études et sur plusieurs centres. Ça, c'est un exemple de protocole que nous avons utilisé pendant ces projets. Les acquisitions ont été obtenues à l'ICM, au CNIR, ici à la Salpêtrière. Et là, on voit une séquence sagittale T2, donc une séquence anatomique qui permet d'identifier les différents niveaux vertébraux et de voir bien l'anatomie de la moelle épinière, une séquence en diffusion et une séquence T2 étoiles ou médique. Là, on ne voit pas très bien, mais il s'agit d'une séquence qui se caractérise par un contraste très élevé entre la substance blanche et la substance grise. En utilisant la Spinal Cord Toolbox, il a été possible d'identifier la moelle épinière et d'obtenir d'effectuer une segmentation et d'obtenir des valeurs de surface pour chaque niveau vertébral, et aussi de segmenter la substance blanche et la substance grise, et donc d'obtenir des valeurs de cross-sectional area, donc des surfaces, pour les deux d'une façon séparée et indépendante. En plus, il est possible de computer d'une façon automatisée un modèle en tenseur de diffusion à partir des images de diffusion. Il s'agit d'un modèle qui décrit la cohérence et l'intégrité des fibres des substances blanches et qui permet de sortir 4 paramètres principaux, dont la fraction d'anisotropie, mais aussi la diffusivité axiale, moyenne et radiale. Donc, par ce logiciel, il est possible de computer les modèles de diffusion et d'obtenir les paramètres pour chaque faisceau de substances blanches. Nous avons étudié surtout les faisceaux corticospinaux. Donc, l'IRM de la moelle épinière a été utilisé dans la SLA pour démontrer la présence d'une atrophie cervicale. Et on a aussi démontré qu'il y a une relation entre les niveaux d'atrophie et l'handicap moteur, ainsi qu'avec la progression de la maladie au cours du temps. Plus tard, il a été possible d'obtenir des séquences T2 étoiles avec une très bonne définition. Il a aussi été démontré que c'est l'atrophie de la substance grise qui est surtout corrélée à l'handicap et à la progression de la maladie. Et en parallèle, plusieurs groupes ont démontré la présence d'une dégénérescence aussi de la substance blanche qui se caractérise par une réduction de la FA au niveau du faisceau corticospinal. Enfin, il a été démontré que l'atrophie de la moelle épinière cervicale peut prédire l'attente respiratoire dans la SLA. Donc, ce que nous avons fait dans notre laboratoire était au début d'utiliser des paramètres d'IRM de la moelle épinière cervicale pour essayer de modéliser la progression de la maladie. Et nous avons pu démontrer qu'une combinaison des paramètres d'atrophie et de diffusion peuvent être prédicteurs de survie chez une population de patients SLA. En plus, nous avons essayé d'utiliser de nouvelles techniques d'intelligence artificielle pour voir s'il était possible de trier les patients SLA des sujets sains en utilisant que des paramètres d'IRM, donc sans rajouter des paramètres cliniques. Et nous avons démontré qu'en utilisant un algorithme Random Forest, qui est un algorithme de classification, effectivement une combination des paramètres de diffusion et d'atrophie arrivait bien à discriminer entre les SLA et les contrôles. Ce qui soutient l'hypothèse que l'IRM de la moelle épinière cervicale pourrait être utile, par exemple, dans un parcours diagnostique, surtout chez des sujets qui ont une présentation clinique qui n'est pas typique au début de la maladie. Vu l'efficacité que nous avons pu démontrer de l'IRM cervical dans la SLA, nous avons pensé de l'utiliser aussi pour étudier un autre type de maladie du motoneuron. Il s'agit de la SMA. La myotrophie spinale, c'est une maladie à transmission récessive qui touche les motoneurones spinal et qui est due à des mutations en homozygose dans les gènes SMN1.
La sévérité de la présentation clinique, par contre, est très variable et est liée d'une façon directe au nombre des copies d'un gène backup qu'on retrouve sur le même chromosome qu'on appelle le gène SMN2. Il existe des formes de SMA à évolution lente et qui débutent ou qui arrivent à développer des symptômes à l'âge adulte et qui se caractérisent par une progression très très lente du déficit moteur. Donc l'objectif de notre étude au début était de démontrer c'était d'investiguer la possible présence d'une attente multisystémique dans la SMA. En fait, comme nous l'avons vu dans la SLA, normalement, dans plusieurs maladies de moto neuron, on arrive à détecter une attente de la substance grise et de la substance blanche au niveau spinal et aussi au niveau cérébral. Donc on voulait voir si dans la SMA, on pouvait détecter les mêmes types d'attentes. Une seule étude en IRM cervical avait été publiée sur la SMA avant par notre équipe qui avait étudié 18 sujets adultes avec SMA type 3 et 4 et qui avait démontré la présence d'une atrophie entre C3 et C6. Donc nous avons repris l'étude et refait des acquisitions au niveau cérébral et au niveau spinal en considérant 25 sujets SMA type 3 et 4 à parier à 25 sujets 100 qui ont passé en IRM spinal avec le protocole que je vous ai montré et en IRM cérébral aussi pour permettre d'analyser la substance grise et la substance blanche au niveau cérébral. Au niveau de la moelle épinière, nous avons pu détecter la présence d'une atrophie très claire entre C2 et C6 de la substance grise. Par contre, il n'y avait pas d'atrophie de la substance blanche et il n'y avait non plus d'altération des paramètres DTI, sans voir tout le vertébraux. Au niveau cérébral, nous n'avons pas identifié de régions d'atrophie ni d'altération au niveau DTI. Par contre, au niveau du cortex moteur, on a pu identifier des régions où le signal T1 était plus dense. Nous avons interprété ça comme un possible mécanisme de compensation avec une augmentation de la densité des dendrites qui pourrait être une réponse au fait que ces sujets ont un déficit moteur qui se développe très doucement et que donc le cerveau va s'adapter pour répondre à la perte de motricité. Donc ces résultats soutiennent l'hypothèse que la SMA est effectivement une maladie isolée du motoneuron spinal et qu'il n'y a pas d'attente de la substance blanche. En plus, il n'y a pas d'attente cérébrale, mais il est possible qu'il y a des mécanismes de compensation pour répondre au déficit moteur. Dans la deuxième partie de l'étude, nous avons pris la même population de sujets SMA et nous les avons suivis en longitudinal avec une IRM et une évaluation de follow-up après 24 mois. À la deuxième évaluation, nous avons effectué aussi une évaluation neuromusculaire qui comprenait un testing musculaire manuel et quantitatif et des échelles fonctionnelles. La Motor Function Measure Scale et la SMA-FRS Scale sont des échelles qui évaluent d'une façon globale la fonction motrice et l'handicap dans la vie quotidienne. En plus, nous avons rajouté une technique d'électrophysiologie, c'est la technique Munix. Il s'agit d'une technique relativement récente qui permet de faire une estimation du nombre d'unités motrices et de la taille d'unités motrices qui sont présentes dans un muscle. Donc on obtient un index final qui est obtenu par une régression à partir de valeurs du potentiel global d'action motrice et d'un tracé interférentiel obtenu à différents niveaux de contraction musculaire par des électrodes de surface. Donc pour simplifier, c'est un index qui permet de dire combien d'unités motrices il y a dans un muscle et quelle est la taille de cette unité motrice. Une unité motrice, un petit rappel anatomique, est composée par un motoneuron et par les fibres musculaires qui l'innervent. Normalement, dans les maladies du motoneuron, on peut avoir une réduction du nombre des unités motrices, mais aussi une augmentation de la taille des unités motrices qui restent par un phénomène de réinnervation, donc un phénomène de compensation. L'évaluation clinique a confirmé ce qu'on sait déjà sur la SMA, c'est-à-dire qu'il y a une attente qui est
majeure, enfin plus évidente au membre inférieur et qui est normalement symétrique et proximale. L'IRM cervical n'a pas montré des modifications par rapport à la première évaluation. Donc, on confirme la présence d'une atrophie de la substance grise qui n'est pas modifiée au cours du temps. L'explication que moi je donne par rapport à ça, c'est que la moelle épinière est très petite. Donc, vu qu'elle est déjà atrophiée, il faut avoir une définition très très élevée pour voir des modifications au cours du temps. Donc, c'est pas peut-être les paramètres les plus sensibles, ou peut-être que si on pourra avoir des images avec une définition beaucoup meilleure, on espère qu'on va y arriver, peut-être qu'on va avoir des résultats plus significatifs. Par contre, ce qui a été très intéressant était l'étude par Munix. Déjà, à la baseline, il était très clair qu'on peut voir une réduction du CMAP, donc du potentiel global d'action motrice, au niveau des muscles qui présentent une atteinte clinique évidente, mais on n'arrivait pas à démontrer une réduction chez les muscles qui étaient moins atteints. Par contre, les Munix étaient réduits dans tous les muscles étudiés sans rapport avec la sévérité clinique de l'atteinte, et en parallèle, on voyait une augmentation de la taille des unités motrices. En plus, on a calculé un Munix Total Score, donc nous avons fait une addition de différentes valeurs Munix pour chaque muscle, et nous avons obtenu un score total. Et nous avons démontré qu'il est très très bien corrélé avec les scores de la SMA-FRS. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une corrélation directe entre les valeurs Munix et les handicaps que les patients présentent au niveau de la vie quotidienne. En plus, nous avons pu décrire une atteinte très spécifique au niveau de la main des sujets SMA. C'est-à-dire que normalement, dans les maladies du motoneurone, notamment dans la SLA, l'atteinte est beaucoup plus évidente au niveau de l'abducteur du pouce. Et par contre, l'abducteur du cinquième n'est pas très atteint au début de la maladie. Et normalement, on prend ça un peu comme quelque chose de très typique dans les maladies du motoneurone. Ça nous aide dans les diagnostics. Par contre, chez les SMA, nous avons observé que les Munix étaient réduits d'une façon beaucoup plus importante au niveau de l'abducteur du cinquième, ce qui était montré aussi par une augmentation de la taille des unités motrices, et que par contre l'abducteur du pouce n'était pas très atteint. C'était la première fois qu'on a pu décrire ça, et après il y a eu des autres études qui ont confirmé le fait que les SMA présentent une atteinte très spécifique au niveau de la main, ce qui peut nous aider d'un point de vue diagnostic et soutient le fait que les Munix peuvent être un bon paramètre de suivi, mais aussi qu'il peut être utile pour trier parmi différentes maladies du motoneurone. Donc, en longitudinal, nous avons pu détecter une réduction significative dans des muscles très spécifiques, dans la force des muscles très spécifiques, c'est-à-dire la flexion du genou et la force des pinches. C'est un mouvement qui utilise plusieurs muscles au niveau de la main. Et en plus, il y avait une réduction significative de la SMA-FRS et donc une augmentation de l'handicap dans la vie quotidienne rapportée par les patients. Par contre, au niveau de l'étude de l'électrophysiologie, nous avons pu observer une réduction très claire du Munix au niveau de l'abducteur du cinquième, qui donc revient comme paramètre intéressant, et aussi au niveau du tibial antérieur. En plus, on a observé une augmentation très claire de la dimension, de la taille des unités motrices au niveau de l'abducteur du cinquième. Ça a été très significatif, c'était les paramètres qui sortaient les mieux à la fin de l'étude. Nous avons évalué la responsiveness des paramètres, donc la capacité de détecter une modification, de se modifier au cours du temps à la fin, qui a été résumé par le Standardized Response Mean, et le résultat majeur, donc la responsivité meilleure, a été observée pour les Munix au niveau de l'abducteur du cinquième. Enfin, nous avons essayé de proposer un score composite, c'est-à-dire de mettre ensemble différents types de paramètres, en imaginant que dans un essai thérapeutique, on va nous demander d'avoir des paramètres cliniques, donc d'évaluation de la vie, de ce que les patients peuvent faire dans la vie quotidienne, et qu'en parallèle, on va avoir besoin d'avoir des paramètres quantitatifs pour démontrer l'efficacité d'un traitement. Donc nous avons essayé de mettre ensemble les paramètres qui étaient significatifs
dans la première partie de l'analyse et nous avons obtenu un score qui effectivement s'est réduit beaucoup au cours du temps. Donc peut-être que l'effet de mettre ensemble des types différents de biomarqueurs pourrait être utile. Il y a des limitations dans ces types d'approche. Par contre, il y a plusieurs protocoles thérapeutiques, même au niveau académique, mais aussi au niveau industriel, où on est en train de faire ça. Donc, on voulait un peu essayer pour voir si effectivement c'est quelque chose de faisable. Et en fait, nous avons essayé de calculer, d'estimer le nombre de patients nécessaires à traiter pour obtenir des réponses différentes en imaginant d'avoir une molécule ou un traitement qui ralentit la progression, qui améliore les tableaux cliniques et le score composite est plus efficace dans la détection de la modification au cours du temps et donc nécessite moins de sujets. C'était un peu exploratoire pour voir si effectivement c'est faisable et surtout pour démontrer que même s'il s'agit de maladies à progression très lente, on peut arriver à avoir de bons résultats, voir des choses, même avec des populations qui ne sont pas énormes, donc les études restent faisables. Donc là, nous avons démontré que les paramètres de la neurophysiologie sont apparemment plus efficaces pour détecter la progression au cours du temps dans les formats doux de SMA par rapport à l'IRM. Et par contre, il y a aussi des paramètres cliniques des forces musculaires qui sont significativement modifiés. Ce que nous allons faire, c'est déjà de grandir la population et voir si les mêmes paramètres peuvent être utilisés aussi sur des sujets adultes, mais attendant un SMA de type 2. Et après, on va essayer d'utiliser ces paramètres pour étudier des sujets qui sont déjà traités, par exemple par oligonucléotides antisense ou par d'autres traitements disease modifying. En plus, nous sommes en train de développer des séquences au niveau thoracique lombaire, ce qui est pas simple à faire, mais qui est très important en considérant que l'atteinte est localisée surtout au niveau des membres inférieurs. Et donc, je vous remercie pour votre attention. Je remercie mes collègues du laboratoire d'imagerie biomédicale, notamment Pierre-François Prada, le centre référent est là, encore Pierre-François Prada et Timothée Langlais qui a beaucoup participé à la partie neurophysiologie, l'Institut de myologie, notamment Eugénie Vogel pour toute la partie évaluation quantitative musculaire et les seigneurs pour les acquisitions. Et je remercie tous les sponsors, l'IRM et Sophie Blanchot qui nous a beaucoup aidé dans l'organisation. Ça n'aurait pas été possible sans Sophie, donc merci. Merci beaucoup Georgia pour cette magnifique étude de recherche clinique. Là c'est un très bel exemple que vous nous donnez, l'analyse de tous ces paramètres et l'utilité de biomarqueurs. Donc je vous souhaite beaucoup de succès pour la suite des travaux qui sont très prometteurs. On va passer aux questions là. Je crois que vous nous avez pratiquement tout dit. Moi j'étais intéressée parce que vous nous avez dit sur vos études IRM et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour trouver des biomarqueurs. Vous pensez que c'est prometteur et que ça va être... Moi, je ne suis pas très experte en intelligence artificielle, mais ça a été une bonne expérience. C'est-à-dire que moi, je trouve que ça peut marcher très bien. C'est quelque chose qui peut aider les cliniciens. Ça ne va jamais changer l'effet qu'il y a des choses qu'il faut faire, faut être là. Par contre, les algorithmes peuvent être très puissants et donc oui, ça peut soutenir l'effet de... là, nous avons utilisé un algorithme de classification, c'est le type d'intelligence artificielle la plus simple, mais il y a des algorithmes beaucoup plus complexes qui peuvent être utiles, par exemple, pour modéliser la progression de la maladie, donc la progression de la dégénérescence. Je ne crois pas que ça va remplacer tout le reste qu'on fait, mais oui, c'est quelque chose qui peut nous aider, surtout vous que nous allons développer une quantité de données énorme, donc ça peut être vraiment une stratégie pour, déjà pour trier les données. Et vous pouvez avoir accès à d'autres banques de données, travailler en réseau pour ça? Oui, l'idée c'est d'avoir toujours un réseau, surtout vous qu'il s'agit de maladies rares. Donc on est un peu obligé à collaborer avec les autres. Là c'était un monocentrique, mais nous avons déjà des projets sur la SMA et sur la SLA pour des études. Oui, et nous travaillons aussi avec un consortium qui est en train de se mettre en place. Donc l'idée, oui, c'est
c'est après d'essayer d'homogénéiser les résultats que nous avons sur plusieurs centres, ce qui n'est pas toujours simple à faire, mais on travaille sur ça. J'ai juste une petite question. Quand vous avez montré les résultats au niveau cortical, vous avez dit que vous avez peut-être une atrophie, peut-être c'est à cause de l'atrophie peut-être dendritique, et en même temps vous avez dit que vos résultats vous montrent que vous avez peut-être des phénomènes de compensation. Oui, alors à quoi vous faisiez allusion par le mot compensation? Alors normalement, oui, dans la SLA, on voit bien des régions d'atrophie, ça c'est connu. Par contre, dans la SMA, on n'a pas arrivé à détecter une atrophie. Et là, c'est pas très simple à expliquer parce qu'à la fin, l'IRM nous donne des informations, mais ne nous donne pas une explication complète des mécanismes qui, après, existent vraiment au niveau cérébral. Nous avons un peu fait l'hypothèse qu'il y a une augmentation soit des dendrites, soit des connexions au niveau cérébral, parce que c'est la seule chose qui peut s'adapter, disons. On ne peut pas s'imaginer d'avoir une augmentation des neurones dans l'adulte, c'est un peu difficile à imaginer. Par contre, il est possible d'avoir plus de ramifications au niveau des dendrites, et ça, c'est quelque chose qu'on peut détecter en IRM. Mais il faudrait faire des études plus ciblées ou aller vraiment regarder ce qui n'est pas faisable. Donc. Autre question? Oui, il y a une question. Oui, merci pour cette très belle présentation. Si vous aviez adapté ces protocoles pour les traumatismes médulaires, pour évaluer les séquelles, les pronostics, ou éventuellement comme biomarqueur d'une technique de récupération, est-ce que c'est possible? Alors, moi, je travaille normalement sur les maladies du moteur neuron, donc c'est pour ça que c'était ce type de patient qui a été étudié. Mais je crois que une des parties intéressantes du projet était qu'effectivement nous avons développé un protocole d'IRM, mais surtout une technique de traitement et d'analyse qui peut être utilisée dans toutes les maladies où il y a une atteinte de la moelle épinière. Donc oui, bien sûr, c'est quelque chose qu'on avait commencé à faire et là on va reprendre. Je crois que ça pourrait être très intéressant parce qu'au niveau s'il y a chez les traumatisés médulaires, on pourra avoir des résultats. Parce que dans les maladies neurodégénératives, on voit la dégénérescence qui normalement s'aggrave. Mais chez les traumatisés, on peut voir beaucoup plus de choses et surtout au cours de la rééducation, on pourra arriver à démontrer qu'il y a une amélioration de... Oui, donc c'est très intéressant, c'est quelque chose à faire, ça c'est sûr. Merci.